Bonsoir à tous. Depuis le début des vacances, c'est avec beaucoup de bonheur et de plaisir qu'on vous retrouve tous les soirs 19h sur les antennes de Live TV, la télé sans filtre dans le talk des vacances avec la charmante équipe qui vous dit bonsoir. Et on s'installe tout de suite. On y va. Bienvenue. On s'en va allègrement vers la fin de ses vacances et cette équipe va commencer déjà à me manquer tellement la symbiose a été parfaite. Mais chaque jour sur ce plateau, pourquoi quand je parle de symbiose, il y en a qui coulent déjà des larmes ici. Arnaud Goyi. Arnaud Goyi. Arnaud, grand acteur, Arnaud Goyi. Hollywood, appelez-le. Ouais. Bonsoir Arnaud, comment ça va? C'est le 0. Comment ça va? Oui, ça va bien, Eric, et chez toi? Ça va super bien. Très bien. D'accord. Aïcha Crépi. Bonsoir Eric. Bonsoir. Bonsoir au retour de la jaquette. Et bonsoir chez vous. J'espère que ça va. Ils sont tous des acteurs sur ce plateau. Rayana Assi, metteur en scène. Ça va? Où s'il y a- Ça va, j'attends toujours C'est la la chef collection de la question. dont on parlait. La collection dont on parlait, Je oui. pense que beaucoup de Le nos titre a été internautes trouvé déjà. aussi. Ouais, c'est quoi? De la collection, non, je ne dis pas maintenant, on va révéler après. Surprise. Je Surprise. m'occuperai de la com. Je suis vendeur de bombers et de. Je deviens vendeur de bombers et de jackets c'est ça, vous parlez. à ma façon. Ça va Vous marcher. allez voir, ça va. On dit que ça va marcher, Ça va marcher. donc je me suis lancé dedans. La marque, vous allez la connaître très bientôt. Voilà, faut pas qu'on m'appelle à la direction commerciale et marketing tout de suite comme si c'est la marque. Tu as fait une case commerciale ici, là? Est-ce que la marque Donc, je me s'appellera calme. Tu dis The quoi? Best of the Best? The best of the best. Ouh, Et peut-être. j'ai l'honneur de saluer the best of the best tout de suite. Non, The Best. Gandhi Cuyer, à quelqu'un qui s'appelle Bandy Cuyer. Comment ça va? Là, je profite pour dire 2 commandes pour les pommes. Les jaquettes? Je vais partir bombes. avec. Mais voilà. tu connais même pas le prix. Tu connais pas le prix. Mais ça, en fait. attends, Attends. Ça veut dire qu'il a trop d'argent. C'est des prix Mais c'est abordables. pas lui qui a quand dit même. d'autres 1 milliard ou bien je sais pas combien. Non, j'ai Il a jamais trop dit que je d'argent. doutais à 2 milliards. Ah, hein. ok, d'accord. J'ai proposé, c'est pas moi en fait, je parle au nom de tout le monde. Ben, je fais, il y a 2 commandes. Les jackets, j'en ai besoin pour 2. D'accord. Bonsoir Eric Landry, La bonsoir la marmaille. team, et puis bonsoir à tous Bonsoir, ceux qui le nous marmailleur. suivent. d'accord. Et bonsoir à tous mes amis de Bondoukou. Il y a une voix à l'oreille qui me dit, mais à l'antenne, Gandhi, il est mignon, mignon, c'est pas possible. Bouche en cœur sur nous. C'est depuis la régie que ça se passe, en fait. Tu sais qu'il y a beaucoup de femmes à la régie qui te regardent. Il est flatté. il est flatté. Oui, Je suis flatté, franchement. toi qui es encore célibataire, toi qui es encore célibataire et qui en cherche, ben, écoute, fais un tour à la régie quand on finit, va les saluer. Ok. Peut-être que la chance viendra de là-bas. Et puis, on voudrait saluer tous les internautes qui nous suivent et qui commentent avec nous, bien sûr, tous les sujets que nous décortiquons donc, pendant cette émission. Et nous sommes à quelques encablures de la rentrée scolaire. Vous devinez, nous allons parler de la rentrée scolaire dans Ça fait l'actu. Bienvenue à tous, on y va tout de suite. Et justement, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Marietou Koné, a organisé en prélude à cette rentrée scolaire, la grande réunion justement de la rentrée scolaire, et de grandes innovations sont apparues, même si le thème reste le même quand même depuis 4 années consécutives. Rayana nous fait un petit point. Non, mais tu le dis déjà si bien, hein, la ministre Marietou Koné, qu'on sait déjà très, j'ai envie de dire très au taquet dans son rôle, a organisé comme de coutume donc la grande réunion de la rentrée scolaire. Donc c'était le 2 septembre dernier au lycée moderne d'Anyama. Il s'agissait donc d'un grand rassemblement qui marque le début de cette grande actualité qu'on vit tous sur le territoire national. Le thème, c'était donc Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. On rappelle que c'est la 4e fois que ce thème revient, une façon pour elle et pour tout le ministère d'insister donc sur la responsabilité citoyenne vis-à-vis de l'éducation nationale. Et tu parles de ces innovations qui ont été salués, qui font aujourd'hui vive actualité. On parle entre autres, et je pense qu'on aura l'occasion de le citer, du retour des calculs mentaux et tout ce qui s'ensuit. Donc on est très content. Qui dit rentrée scolaire en Côte d'Ivoire quand on sait quand même un peu les maux de l'école ivoirienne et la malheureuse place qu'occupe l'école ivoirienne selon donc, le rapport dernier donc, de Qui date de 2019 quand même. 2019. Peut-être que jusque-là, les choses ont changé un peu. Ben, on attend le prochain rapport pour pouvoir se prononcer sur la question, mais on sait que la Côte d'Ivoire quand même n'occupe pas une place reluisante dans le système éducatif. Donc j'ai envie de dire que chaque rentrée scolaire vient avec un vent
d'espoir. En tout cas, la ministre le montre bien dans ses interventions. C'est beaucoup de conviction. C'est un vrai acharnement sur les sujets qui minent l'école ivoirienne. On l'a vu notamment avec les États généraux derniers qui se sont tenus. Donc voilà, on a beaucoup d'espoir pour l'école ivoirienne, mais il reste encore beaucoup à faire. Chaque rentrée scolaire est un nouveau défi donc pour le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous parlons tantôt, entre autres, de ces innovations. Première innovation que nous allons citer ici, c'est la suppression des cours du mercredi donc pour le préscolaire et le primaire. Arnaud Goï. Oui, c'était une mesure qui était réclamée par les enseignants du primaire surtout. Parce qu'ils estimaient que les cours du mercredi n'étaient pas forcément très pertinents. Je pense que ça les fatiguait un peu aussi. Ils estimaient que dans la formation des élèves au niveau du primaire, ce n'était pas forcément très pertinent de maintenir les cours mercredi et que sans les cours de mercredi, l'école ivoirienne avait de meilleures performances. Finalement, ces cours sont retirés, en tout cas pour les élèves, même s'il demeure une forme de formation pédagogique qui sera faite au niveau des enseignants les mercredis. Ne pas avoir cours mercredi, ça ne veut pas dire que les professeurs ou les enseignants ne sont pas là. Ils sont là, justement. Non, justement, en fait, ce n'est pas les vacances qui sont données pour le mercredi. C'est justement l'occasion de pouvoir regagner en performance et de faire en fait finalement des cours de comment le mot m'échappe de perfectionnement, j'ai envie de dire, voilà, de pédagogie, de revenir justement sur les lacunes qu'on a et de pouvoir se rebooster. C'est exactement ça. On rappelle déjà que dans un temps passé, il n'y avait pas les cours le mercredi. Ils sont revenus avec la ministre Kandia et maintenant, avec la ministre Mariétou Koné, il n'y a plus de cours pour le préscolaire et le primaire les mercredis. Bon, il y a autre chose, un cours de renforcement et tout ça. Aïcha. La Gandhi qui rit. Pourquoi rit-il? Non, en fait, je suis content un peu parce que, comme l'autre l'a dit, les enseignants l'avaient réclamé. Ce n'est que ils ont gagné la bataille depuis la ministre Kandia. Ils avaient réclamé la suppression des cours du mercredi. Oui, puisque ça fatiguait en fait les apprenants. D'accord. Voilà. C'est ce qu'ils avaient dit en fait. Voilà. Donc, je pense qu'ils ont eu gain de cause et ça, c'est déjà à saluer. D'accord, très bien. Fatiguer les apprenants alors qu'on parle d'un niveau qui est assez bas quand même. À quel niveau ça les fatigue? On se pose la question. Non, ils sont encore tout petits. Ils sont encore tout petits, donc je pense que voilà. Le préscolaire, ça se comprend. Peut-être le préscolaire, ça se comprend. Le préscolaire, même que ça soit au secondaire, en fait, puisque les études l'ont démontré. Lundi, mardi, mercredi, ils se reposent, ils reprennent jeudi, vendredi. Je pense que ça, et si on est assidu, si on y met l'efficacité, en fait, il n'y a pas de raison qu'il ne soient pas en fait, des élèves bons et brillants. Voilà. C'est la raison qu'ils donnaient en fait, les enseignants. C'est eux qui sont au quotidien, c'est eux qui connaissent la réalité. Et je pense qu'on les a écoutés aujourd'hui. Ça, c'est déjà à saluer. Très bien. Entre autres mesures, la mise en vigueur de la réforme curriculaire des collèges, de quoi s'agit-il exactement? Oui, ça a été annoncé. On aurait espéré avoir quelqu'un du ministère justement pour entrer dans les détails de ces curricula justement, pour savoir très exactement ce qui sera introduit. Mais en tout cas, la lacune que vient combler cette mesure, c'est le fait qu'il n'y ait pas forcément adéquation entre la formation et l'emploi. On va se rendre compte que notre éducation est très générale. Même l'enseignement professionnel, on n'a pas toujours forcément les équipements et on n'a pas suffisamment d'enseignement d'éducation professionnelle, même si maintenant l'État est en train de combler cette lacune-là en construisant plus d'établissements professionnels et techniques parce que c'est extrêmement pertinent de le faire. Donc la lacune que l'on vise à combler, enfin que l'on tente de combler, c'est véritablement le manque d'adéquation entre la formation et l'emploi. Maintenant, dans les détails, quels seront ces curricula? J'espère que très bientôt, on aura quelqu'un du ministère pour pouvoir nous donner plus d'informations. Ce que moi je veux dire, l'idée c'est quoi? L'idée, le constat montre que notre système éducatif était exclusivement théorique. Quand quelqu'un quitte le secondaire et quitte le collège, en fait, en dehors de ce qu'il a appris de théorie, qu'est-ce qu'il savait faire en dehors de tout ce qu'il a appris de façon théorique? Alors, on veut combler cette lacune-là et montrer à l'apprenant qu'en fait, il a appris quelque chose, qu'en dehors des cours, il peut bien faire quelque chose, en fait, peut-être de ça, mais en fait, c'est ça qui est l'idée. Maintenant, comme il a dit tout à l'heure, Goï, il va falloir un spécialiste, un homme du ministère pour pouvoir nous expliquer dans les moindres détails. Mais désormais, il faut savoir qu'après la formation théorique qu'on a, en pratique, on peut pouvoir apprendre quelque chose au collège. Je voudrais peut-être préciser que l'essentiel des élèves qui sont inscrits à l'école primaire ne feront pas d'études supérieures. Donc, ça veut dire qu'entre le primaire et le secondaire, la plupart des élèves vont arrêtent les études malheureusement. Voilà. Donc, si une grande partie des élèves arrêtent au primaire ou au secondaire, qu'est-ce qu'ils savent faire
à part écrire, connaître quelques chiffres, 2 notions en histoire, géographie, qu'est-ce que concrètement on sait faire dans notre éducation? Donc ça, véritablement, c'est un problème. Après, finalement, on a un ministère de la jeunesse qui fait des programmes de réinsertion, de formation de jeunes, etc., alors que tous ces différents programmes auraient pu être intégrés dans notre système éducatif pour pouvoir avoir une variété dans la formation, une variété dans l'apprentissage, afin que les élèves, même si il y a comment on appelle ce phénomène, le fait de décrocher là, même s'il y a du décrochage scolaire, que les gens aient des aptitudes qui peuvent les aider à se lancer dans la vie. De façon très claire, on peut quitter le collège ou le lycée et aller travailler. Tout à fait. Voilà. Oui, par rapport à ce qu'il a dit, Arnaud, c'est très important, savoir lire et écrire. Là, le rapport du PASEC dont je déplore qu'il soit un peu dateux, de 5 ans quand même, nous dit qu'en tout cas 82% des élèves sont incapables de lire plus de 20 lettres de l'alphabet en 1 minute, c'est tellement grave, et que 60% des élèves du primaire en Côte d'Ivoire ne parviennent pas à compter jusqu'à 60. Après, le bon point, c'est que le ministère veuille s'attaquer justement à la performance. Je trouve ça bien justement parce qu'on va vers un objectif de mieux. Après, pour nuancer un peu les propos de Rihanna tout à l'heure, peut-être que si le même thème est utilisé depuis quelques années, c'est qu'il n'y a pas de résultat en fait. Et donc on doit encore travailler là-dessus, c'est peut-être un problème. Donc je voulais parler des technologies de l'information et de la communication qu'on appelle TIC en petits mots, qui ont été intégrées, c'est donc à partir de maintenant, des innovations. qui vont être intégrées justement. Voilà. Alors innovation, oui. Effectivement, ils vont être intégrés. Alors avant, on disait nouvelles technologies de l'information, NTIC. Maintenant, on dit TIC, ça veut dire qu'elles sont... Voilà. Et d'ailleurs, l'UNESCO a recommandé à ces TIC-là d'être intégrés dans les programmes à l'école depuis 2015. Ça fait bientôt 10 ans. Donc je veux dire, heureusement qu'on s'y est mis, et puis ça pourrait aider les élèves aussi. La dictée également, qui a été réformée, je crois, l'année dernière, remise dans le circuit des élèves. On va revenir déjà donc, sur l'informatisation, je veux dire l'introduction des je voulais dire TIC. justement que la dictée hier par la ministre a été une dictée digitale, ce qui est intéressant aussi. C'est très bien, d'accord. Combien d'écoles en Côte d'Ivoire possèdent des salles informatiques? Est-ce que pour accompagner justement ces établissements scolaires, l'État va encourager ou bien va soutenir donc, ces établissements publics surtout, pas les privés peut-être qui se débrouillent tout seuls? Comment encourager ces écoles publiques ou bien comment les aider à obtenir justement des salles informatiques bien équipées? Tout à fait. Déjà même les écoles primaires, avant même d'arriver au secondaire, l'essentiel des écoles primaires, surtout en milieu rural, n'ont pas d'électricité déjà. En Côte d'Ivoire, jusqu'en 2022, je n'ai pas pu consulter le rapport de l'année scolaire 2023-2024, mais jusqu'en 2022 en tout cas, seulement 18% des écoles publiques en Côte d'Ivoire avaient des salles informatiques. Alors qu'on parle en Côte d'Ivoire, on a, en tout cas jusqu'en 2022, on avait un peu plus de 3000 écoles secondaires. Donc, c'est pour dire que le travail à faire est énorme. Voilà. Là, on va parler d'introduction des TIC, très bien, mais dans quelle salle informatique? Ce sont les élèves eux-mêmes qui viendront avec leur ordinateur, surtout dans les établissements publics. Je trouve que ou bien est-ce qu'on met les ordinateurs sur la liste des effets scolaires? Des effets scolaires, ou bien c'est simplement pour faire des cours théoriques, pour dire voici comment on allume un ordinateur, voici la définition de 3 fois W, etc. Voilà, pardon. Ça n'a pas forcément été précisé, mais il y a aussi la manière d'enseigner. Les TIC peuvent être dans la manière d'enseigner aussi. Je veux dire, le cours peut être un cours digital ou accompagné, en tout cas, d'outils digitaux. Donc, ça n'a pas été précisé pour l'instant, mais le professeur peut être celui, en tout cas, qui déploie son outil digital. Et donc, même le téléphone, la tablette, tout, il y a beaucoup d'objets autour de nous qui sont des nouveaux objets qu'on n'appelle plus nouveaux aujourd'hui, de nouvelles communications et d'informations. Moi, à ce niveau, la question que je me pose, en fait, avec l'intégration des TIC, qui va l'enseigner? J'aime bien qu'on dise TIC. Oui, bon, TIC. Bon, on dit aussi les NTIC, en fait, les TIC. Voilà. Donc, je veux dire, en fait, qui va-ce qui l'enseigne? Il y a un professeur, parce qu'on sait que les disciplines sont déjà, c'est le professeur de mathématiques, c'est le professeur de physique, puisque ça a un peu attrait à la technologie. Est-ce que c'est de nouveaux enseignants qui vont mettre? En fait, c'est la question que je me pose. Mais je veux dire que pour l'État, déjà, qui a décidé que ça soit au programme, ils trouveront les moyens, les salles vont pouvoir accompagner la suite. Et comme Aïcha l'a déjà dit, déjà en théorie, c'est déjà une bonne idée. Voilà, déjà en théorie. Vraiment, juste réagir en une seconde, c'est qu'il a dit. C'est pas parce que l'État a dit que forcément ça se fera. On se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que cela, au temps de la ministre Kandia Camara, il a été introduit les cours d'entrepreneuriat à l'école. C'était dans les bilans de l'école, mais on s'est
rendu compte qu'il n'y avait pas d'outils pédagogiques pour ce qui concerne l'entrepreneuriat et on demandait systématiquement à tous les enseignants. Je finis en 2 secondes. Il va falloir vous écouter l'un et l'autre déjà pour vous comprendre. On demandait à tous les enseignants de maths, de français, d'EPS, de sciences naturelles, etc., de dispenser des cours. On leur affiliait des cours d'entrepreneuriat, alors qu'ils n'avaient ni outils pédagogiques, ni avaient été formés à cet effet. Donc, ce n'est pas parce qu'on a annoncé que systématiquement ça se fera, parce qu'on a eu beaucoup d'effets d'annonce aussi. J'espère que ça se fera. J'aimerais revenir sur 2 points qui, pour moi, restent quand même les points essentiels, parce qu'au-delà des mesures d'innovation qui viennent être pour moi des additifs quand le système éducatif fonctionne déjà, il faut rester quand même sur les mots les plus urgents. Parmi ces mots les plus urgents, la ministre notamment a interpellé la communauté éducative dans son entièreté sur la nécessité de se mobiliser, de redoubler d'efforts, justement en vue de la prochaine évaluation du programme d'analyse des systèmes éducatifs. Parce qu'on sait où on se trouve dans ce classement. Il ne faut pas avoir peur de le dire. En 2019, nous étions avant-dernier. Bien sûr, bien sûr. Et je prends justement ce contexte-là pour appuyer en fait mon idée de dire qu'il faut vraiment regarder aux enseignants, à ceux qui sont directement en contact avec les élèves. Parce qu'on mette en place toutes ces mesures, etc., mais qu'est-ce qui se passe dans les classes avec les élèves? Est-ce que les élèves apprennent vraiment? Est-ce que les enseignants sont vraiment présents? Est-ce qu'ils vraiment décernent l'éducation avec une vraie motivation? Est-ce que, justement, pour leur défense, toutes les conditions aussi sont réunies pour que ces enseignants-là puissent être efficaces dans leurs tâches? Est-ce que les inspecteurs de l'enseignement font leur travail correctement. Voilà. Je pense que quand même les États généraux ont pu soulever quelques points par rapport à cela, mais moi je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur les vrais mots de base de l'école ivoirienne et de ce système éducatif. À côté de cela, j'allais parler des conditions même dans lesquelles les élèves apprennent, parce que c'est extrêmement important l'environnement d'apprentissage. Je vais soutenir ce que tu dis par la sortie ou le commentaire d'un internaute. Ceux qui nous suivent sur les réseaux et qui lâchent des commentaires, il dit « Il faut d'abord doter nos écoles de tables-bancs, électricité et des latrines avant de parler des TIC. Exactement. Nous sommes encore loin, même si des efforts sont faits par le gouvernement. » Exactement. Donc moi j'aime bien qu'on veuille s'aligner donc aux standards internationaux avec certaines innovations qui sont à saluer naturellement, mais il ne faut pas oublier quand même qu'on a une place qui est quand même pour moi déplorable au niveau du système éducatif et qu'il faut qu'on se mette déjà au niveau de standardisation. On a dans cette liste, on a une liste de pays parmi les 3 ou 4 premiers, on peut citer le Bénin, le Ghana, etc. Pourquoi ne pas regarder ce qui a fonctionné chez eux et vraiment et sincèrement prendre le problème à bras-le-corps, se remettre à des standards internationaux avant d'aller vers des innovations qui sont pour moi des bonus additifs. Ouais, pour répondre à Rayana, en fait, c'est pourquoi il y a eu les états généraux de l'école. C'est ce que je dis. Les états généraux. Et les états généraux viennent compenser tout ça, ces lacunes qu'on a en fait. Vous voyez, on a fait un constat, il y a eu un état des lieux qui a été alarmant, on n'était pas bien placé, il y a eu les états généraux. Aujourd'hui, il va falloir que les résolutions, les recommandations des états généraux puissent être mises en pratique. C'est ça en fait qui est le problème. Et ça, il faut appeler le gouvernement à réaliser ce que les gens ont recommandé, tous ces acteurs-là. Moi, ce que je voudrais peut-être ajouter, c'est vrai que quand on parle de rentrée scolaire, on a tendance à parler des conditions, mais on ne touche pas souvent certains acteurs qui sont même les enseignants, parce qu'ils sont au cœur. Et c'est en cela qu'il faut pouvoir les écouter souvent. Que ce soit les syndicats, que ce soit... C'est les interlocuteurs premiers. Qu'est-ce qu'ils vivent? Ils vivent dans quelles conditions? Quand l'enseignant n'est pas dans de bonnes conditions, il y a forcément des répercussions sur l'enseigné. Il n'y a rien à faire. Ce sont leurs conditions de vie qui sont le handicap. Merci. Je ne confirme pas, je pose une question. Je ne suis pas en train d'affirmer. Il faut avoir une oreille attentive aux syndicats des enseignants. Parce que c'est eux qui vivent le quotidien, c'est eux qui vivent la réalité. Quand ils ne sont pas à l'aise, il n'y a rien à faire, ça va agir. Et c'est les résultats. Et justement, c'est pour ça que je disais... Juste un mot sur ce que disait Rayana. 71% des écoles primaires n'ont pas d'électricité. 85% des écoles rurales primaires n'ont pas d'électricité. Près de 60% des écoles n'ont même pas de point d'eau pour pouvoir laver les mains. Latrine, on n'en parle pas. Donc, pour dire que même les besoins basiques... La source, quelle est la source de cette C'est le rapport, on appelle ça le rapport de poche. C'est un rapport qui est fait par le service statistique du ministère de l'Éducation nationale chaque année, en fin d'année. Donc, il recueille des informations sur l'ensemble des établissements qu'on a en Côte d'Ivoire, publics et privés. Et à la fin de l'année, ils font des statistiques sur le nombre d'élèves, d'écoles, etc. Donc, si même avoir une clôture, avoir de l'électricité dans une école, avoir une salle de classe, encore un challenge. Et surtout, on crée des écoles qui ne sont pas au standard des écoles qu'on nous retrouve ici, qu'on appelle école d'excellence. Comme on peut créer une école, vous avez peut-être 3 salles de classe, les gens font de la double vacation.
Et il y en a plein, même en milieu urbain. Même en milieu urbain, des gens font de la double vacation. Un groupe d'élèves du CP1 vient le matin, l'autre groupe vient le soir parce que les classes sont bondées, donc les maîtres sont obligés d'alterner comme ça. Et finalement, les élèves font la moitié de l'année ou la moitié du programme parce qu'ils font la moitié des On le cours. constate même dans certains établissements au niveau du collège, ou encore du lycée. bien sûr. On a mathématiques dans le bâtiment A, salle B. On a français dans un autre bâtiment. Tout à fait. Un peu compliqué. Mais bon, je pense que... C'est tellement grave et important, du coup, ce qui sont des synonymes, ce que vient de dire Arnaud. Juste pour revenir à ce que Gandhi a dit par rapport aux enseignants, justement, le syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire dénonce, entre autres choses, qu'il a le système pédagogique, un système pédagogique selon eux qui ne change pas, en fait, qui change, pardon, justement, d'un système à un autre et que le bilan ne soit pas fait entre les deux, en fait. Donc, il faut absolument une approche pédagogique qui est adaptée à leur système, au système pédagogique actuel. Exactement, parce que moi je trouve que trop souvent on regarde ce qui se passe ailleurs et on veut justement apporter des innovations alors qu'on n'est déjà pas au niveau auquel on devrait être, on n'est déjà pas à un niveau de standardisation. Oui. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment là le problème. Je pense que la ministre l'a bien compris, on le voit à sa démarche, on le voit à ses différentes initiatives, mais il faut vraiment qu'on en sente les résultats. Et j'insiste vraiment sur les enseignants, parce que finalement, même quand toutes les j'ai envie de dire, toutes les conditions sont réunis, d'une classe à une autre, on peut se retrouver avec des résultats différents parce que ce sont des enseignants différents. Donc les enseignants ont un sacerdoce, je vais y arriver, qui est très important à considérer. Si un enseignant aujourd'hui, même si toutes les conditions sont réunies, décide de ne pas transmettre le savoir à un enfant correctement, ben, l'enfant ne sera pas enseigné. Donc il faut vraiment que chaque partie prenante prenne le problème à bras-le-corps et que tout le monde soit mobilisé pour le système éducatif ivoirien. C'est plus qu'alarmant. Un système éducatif quand même en rapport avec nos réalités. Sur le terrain en Côte d'Ivoire. Je veux dire, la ministre, le gouvernement font beaucoup d'efforts déjà pour travailler à cela. Je veux citer dans ce système éducatif, j'arrive, dans ce système éducatif, on parlera déjà, donc, entre autres réformes nouvelles, du retour du calcul mental. Okay, c'est des systèmes quand même assez importants pour aider l'enfant. On l'a enlevé, pourquoi nous, on a fait calcul mental à l'école. Le retour du voilà, calcul mental. le maître, il entre, l'enseignant, il entre, tout de suite, la craie, l'ardoise, rapidement avec le tuyau rouge en main, le tuyau quand avant on nous chicotait, avec le tuyau en main, tout de suite, 4 x 5, 20. Rapidement. voilà, donc 20 parce que tu sais, mais nous on est en C1 ou bien, je veux dire, en C2. Ça a commencé au CP, Ok, déjà. il donne 2 secondes pour répondre tout de suite et quand il tape du tuyau rouge sur la table, tu as fini d'écrire, tu as déposé le crayon, la craie et tu as levé le tableau, l'ardoise. Il faut que ça revienne. Il faut que ça revienne pour que les tables de multiplication donc, se sachent normalement. Il faut les solidifier. Faut les C'est pour ça que j'ai solidifier. répondu 20 en fait. Il faut Pour connaître les aiguiser papiers et les l'intelligence de solidifier l'enfant, avec le temps. sa mémoire et tout ça. Tu vois, c'est cela, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Pour aiguiser sa mémoire, sa capacité à utiliser l'intelligence pour pouvoir résoudre des problèmes, sa capacité à non seulement connaître les chiffres, mais les mettre ensemble et savoir quelle interaction on peut avoir entre les chiffres en les additionnant, en faisant des soustractions, etc. Oui, c'est un exercice intéressant pour moi, je voulais inviter en fait les parents. C'est vrai que par moment, quand on parle de l'école, on veut focaliser sur les enseignants, mais en fait, le premier acteur, c'est le père. Ce sont les parents, en fait, à la réalité. Parce que l'enfant passe plus de temps certes à l'école, mais quand il revient, ils sont combien ces parents-là qui suivent, qui ont pu avoir le suivi de leurs enfants? Moi, je ne suis pas trop d'accord. Donc moi, je veux inviter les parents, quand on dit une rentrée, c'est déjà de prendre les choses en amont. Ils sont combien quand les enfants viennent, qui savent ce qu'ils ont pu faire, même dans la semaine? Et c'est aussi, Ils font le point avec les enfants. justement, même Qu'est-ce que s'ils tu as ne, eu à le font pas l'école? même s'ils ne le font pas le point, même que ça soit même avec ce qu'ils appellent les professeurs, les enseignants à domicile, il faut que les parents s'imprègnent pour suivre à la réalité ce que les enfants font à l'école. Parce que c'est aussi des acteurs clés de leur éducation Justement. et de l'école. Je comprends très bien le point de Gandhi et je suis d'accord que les parents sont partie prenante de cette éducation de l'enfant, mais tu le dis toi-même, l'enfant passe plus de temps à l'école qu'à la maison. Et tu sais, il faut tenir compte des réalités dans lesquelles on vit. On a des enfants qui sont scolarisés par une tante qui est occupée, qui va au champ. Le système éducatif ivoirien ne se limite pas qu'au système éducatif à Abidjan dans certaines conditions. On a des enfants qui n'ont pas leurs parents, on a des enfants qui ont des tuteurs qui changent à cause des réalités familiales. Donc moi, je ne vois pas en quoi, dans le pourcentage, ça pourrait être Mais un majoritaire. tuteur, c'est un parent. Oui, un tuteur, c'est un parent. Je te dis tout Le simplement. suivi. La responsabilité d'un enfant, Les gens attention, ne
parlons pas tous travail, ensemble. L'école a son rôle. L'éducation bien. familiale, je te dis, je suis d'accord, parce que ça fait partie de l'éducation de l'enfant. Mais moi, je pense que quand on parle de l'école, on parle de l'école. Les parents, c'est le Mais suivi, qui c'est accompagne, l'éducation. qui accompagne l'école? Qui accompagne, attention, qui accompagne Mais il les le dit- enfants? les mais parents il de le la dit- responsabilité. Mais il le dit lui-même, l'enfant passe la majorité de sa journée à l'école. C'est là-bas où est dispensé le savoir. Donc même si les parents éduquent bien leurs enfants, même s'ils suivent les enfants, si l'école ne va pas bien, ils suivent quoi? Non, là, c'est pas. En fait, justement, c'est pourquoi il faut écouter. Faisons suivant, C'est pas ça le certainement. débat, justement. Vas-y, rapidement. Quand on dit le suivi des enfants, quand les enfants viennent de l'école, même si c'est par semaine, bien par mois, que vous savez ce que vos enfants font, être en contact avec les enseignants, c'est ce à quoi j'invite Non, en mais fait c'est les très- parents. c'est très On peut ne important pas ce être qu'il toujours là, dit. mais Oui, le mais- parent mais- doit savoir quel est le contact, le rapport qu'il a avec D'accord, l'enseignant. mais dans les faits, Voilà. dans les faits. Justement. C'est ce que je veux dire. Moi, je suis d'accord avec toi à Voilà. 100%. Hein. C'est le parent qui Voilà. doit avoir ce C'est premier le parent rôle-là. qui doit. Et je C'est-à-dire l'ai dit- qu'un enfant Non, qui est à attends, l'école faut te primaire. calmer. Parlez pas tous ensemble. Je l'ai dit- Attention. je l'ai dit plusieurs fois ici. Aïcha. Je suis complètement d'accord avec. Mais dans les faits, non seulement il y a des parents démissionnaires, mais il y a des parents qui n'ont pas le temps aussi. Parce que quand ils ne sont pas démissionnaires, ils sont souvent trop occupés aussi. Ou tout simplement, ils n'ont pas peut-être. Il y a des parents analphabètes aussi. C'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais On dire. peut Et pas puis, compter sur ça. faut pas oublier quelque chose pour rejoindre un petit peu le point de Ryan. Là, c'est que souvent, c'est les parents même qui écoutent les professeurs en termes d'orientation, en termes de qu'est-ce que mon enfant doit faire, en termes de. Souvent, c'est le parent qui va même être éduqué entre guillemets pour l'éducation de son enfant. Donc, je veux dire, les professeurs ont un rôle qui est déterminant dans l'avenir d'un enfant. Et donc, on doit les chouchouter et écouter ce qu'ils ont à dire aussi. Les parents sont partie prenante et je suis totalement d'accord parce qu'ils sont vraiment acteurs majeurs de l'éducation de l'enfant. Mais quand on parle de l'école, quand on parle du système éducatif, les parents représentent pour moi un infime pourcentage de l'impact et de l'influence que le système peut avoir sur l'enfant. D'accord. Le système éducatif, il faut quand même faire la part des choses. Il faut préciser les choses normalement. Le système éducatif comporte plusieurs acteurs. Ok. C'est le parent qui commence, déjà à la base. Parce que tout de suite, quand l'enfant est né, il évolue en âge. La première culture, c'est au sein de la cellule familiale qu'il l'acquiert. Ensuite, le parent a conscience qu'il doit mettre son enfant à l'école. Il l'inscrit à l'école. L'école prend le relais derrière, sous l'observation des enseignants, non seulement, mais des parents qui doivent contrôler chaque soir ou peut-être une fois, si vous n'avez pas le temps, hein, une Par fois dans la période, semaine. par période. Oui, quand vos enfants rentrent à la maison, regardez, ouvrez le cahier, regardez l'emploi du temps pour suivre l'évolution de l'enfant. Je pense que tout le monde est concerné par cette affaire. Oui, moi je pense qu'il faut prendre le problème sur les deux angles. Premièrement, Gandhi a raison, très clairement, quand le parent accompagne l'enfant, il connaît les enseignants, il est souvent dans l'école pour discuter avec les professeurs, etc. C'est extrêmement important. Et c'est vraiment ce à quoi on rêve tous, en fait. C'est ce à quoi on rêve C'est tous le les meilleur élèves. chemin. En tout cas, c'est le meilleur chemin. Mais il arrive... Elle a parlé des réalités rurales. Même ici à Abidjan, il y a des élèves qui sont dans d'autres quartiers. Ils vont se lever à 4 h du matin pour aller prendre le bus. Ils vont rentrer à la maison à 23 h. À quel moment ils ont le temps de bosser avec les parents? Donc, idéalement, oui, il faut que les parents s'impliquent. Et dès qu'on fait un enfant, dès qu'on a un enfant et qu'on le scolarise, il faut prendre des dispositions pour pouvoir l'accompagner. Ça, franchement, c'est ce qui est la norme. Mais en même temps, ce n'est pas pour décharger certains parents, mais il faut regarder les réalités telles qu'elles sont parfois. D'accord. Ben, aucun parent ne devra donc se décharger de l'éducation, de la réussite de son enfant. Okay. Ce que ton enfant devient plus tard dans la vie, c'est à toi que cela incombe. Et quand on parle du système éducatif, je rappelle le thème, hein, donc, pour cette rentrée scolaire, le thème qui persiste donc, depuis 4 ans, c'est dire que la ministre insiste pour que tous les acteurs s'impliquent mais réellement donc, dans le système éducatif en Côte d'Ivoire. Je cite la thématique « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». Des citoyens responsables, elle parle des politiques, elle parle des parents, elle parle des enseignants, des éducateurs, des censeurs, proviseurs, responsables ou créateurs d'établissements scolaires, publics comme privés. Nous sommes tous responsables. Nous devons participer, bien sûr, donc, à faire réluisant le système éducatif en Côte d'Ivoire pour que, peut-être, ce sera l'année prochaine, hein, le nouveau rapport, qu'ils nous disent que nous avons grimpé, quand même, qu'on n'est plus avant-dernier, qu'on est peut-être deuxième ou premier. Il faut qu'on y arrive, parce que la Côte d'Ivoire est un pays à respecter. Il faut qu'au niveau du système éducatif, quand on parle de classement en Afrique francophone, il ne faut pas que nous nous occupions donc, les derniers rangs. Voilà, c'est cela. Et merci à la ministre pour tous ces efforts qui sont faits, hein, pour cette réunion de rentrée scolaire, déjà, donc avec toutes ces nouvelles réformes. On espère que ça va porter fruit. Et on espère aussi, on vous lance un appel, hein, qu'on va avoir donc, un représentant de votre ministère donc, sur ce plateau pour en parler avec nous, donner plus de détails
détail hein, donc, sur ces nouvelles réformes. On ne les a pas citées toutes, hein, ces réformes, parce qu'on imagine, nous n'avons pas beaucoup de temps donc, dans cette émission, on pourrait vous accorder toute une émission, comme on l'a fait avec le ministre des Transports, pour pouvoir décortiquer tout ceci. C'est un sujet majeur, la rentrée scolaire, surtout quand ça concerne nos enfants, c'est un sujet majeur. Donc on vous invite à nous envoyer donc quelqu'un de votre ministère pour discuter de tout ceci avec nous. Merci pour vos différents avis. Continuez donc à commenter ce sujet sur nos réseaux sociaux. S'il y a un commentaire pertinent, nous prendrons soin donc aujourd'hui ou encore demain donc de ramener ce commentaire à l'antenne parce que nous sommes tous concernés. Poursuivons tout de suite avec l'info du jour. Dans l'info du jour, le président de la République est de retour de Paris où il a fait une rencontre et un dîner donc avec, comme chaque année, hein, c'est de coutume maintenant donc, à Paris avec le couple présidentiel français. Ça a eu lieu donc le 30 août dernier. Que sait-on, Arnaud Goï, de cette rencontre ? On a quelques brins des éléments qui auraient été évoqués hein, lors de cette rencontre entre le président Emmanuel Macron et le président Alassane Ouattara. Comme tu le rappelais, c'est presque une tradition entre les deux hommes d'État. Ils se rencontrent régulièrement. Cette fois-ci, ils se sont rencontrés à la faveur des congés parce que le gouvernement est en vacances présentement, vacances qui s'achèvent bientôt d'ailleurs. Qui s'achève là maintenant. Donc, il aurait discuté des relations entre la Côte d'Ivoire et la France, selon en tout cas Jeune Afrique. Ils auraient également évoqué, ils se seraient entendus sur leur point de vue concernant l'Afrique, parce que très bientôt, il y aura la réunion des Nations Unies à laquelle ne pourra pas prendre part le président Macron, parce qu'on le présume très occupé avec la crise démocratique et politique qu'il y a actuellement en France, puisqu'il faut le rappeler, la France n'a toujours pas de gouvernement depuis l'élection législative qui a eu lieu récemment. Donc, on présume que le président Macron, pour ces raisons-là et pour d'autres aussi, ne sera pas à la tribune de l'ONU. Donc, il a tenté, enfin, les deux hommes d'État ont accordé leur violon sur le discours et l'attitude, la posture à adopter vis-à-vis des crises et de la situation que l'on vit en Afrique de l'Ouest. Et puis, très clairement, Jeune Afrique ne l'a pas dit, mais à un an de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, on présume que ce point-là a été évoqué entre les deux chefs d'État. Il faut quand même rappeler que la Côte d'Ivoire est un partenaire économique et surtout politique de premier choix de la France ici en Afrique. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire est souvent décriée comme étant un allié trop proche de la France. On se souvient d'ailleurs que l'annonce de la fin du CFA, qui finalement dans les actes peine à se matérialiser, a été annoncée conjointement ici à Abidjan par le président Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. D'accord. Aïcha, un point. Oui, bon, pour moi, ce n'est pas non plus un événement extraordinaire. C'est deux chefs d'État qui se connaissent, hein, deux chefs d'État brillants d'ailleurs, deux chefs d'État économistes. Hein, ils ont des choses à se dire en commun, ils se comprennent. Donc c'est très bien. Je pense qu'ils ont profité de leurs vacances, en tout cas de la vacance de notre président. Par contre, M. Emmanuel Macron n'est pas trop en vacances. Je veux dire, il n'a pas encore de Premier ministre. Il a beaucoup de choses à faire. On parle quand même d'un gouvernement en 18 mois qui a utilisé le 49.3, donc l'article 49.3, donc usé de la force pour faire entrer des lois, plus de 23 fois. Donc il y a quand même une crise démocratique majeure dans ce pays. Ça me paraît un peu léger de se permettre encore des dîners comme ça un peu parallèles, mais j'imagine qu'ils ont parlé de choses. Est-ce qu'on va dire qu'il n'a pas besoin de conseil de son aîné, le président Alassane Ouattara le conseil, peut-être aussi, oui, parce qu'il a besoin de conseils en ce moment. Très bien. Il n'arrive pas, il a C'était certainement au menu. À trouver au menu, effectivement, le mot est bien choisi. Et peut-être aussi qu'en cette période préélectorale, on sait, hein, en tout cas dans le jargon, dans ce qui se dit dans le milieu panafricain, on entend beaucoup, notamment le député Sagna qui a fait du bruit il n'y a pas longtemps, on dit beaucoup que certains présidents d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique tout court sont très proches des États français. Je pense que c'est pour ça aussi que certains groupes militaires ont été retirés de notre pays. Donc c'est des visites comme ça qui posent toujours un peu polémique, à raison ou à tort, mais... comme je dis, pour moi, ce n'est pas un événement majeur. Il faut qu'il s'occupe de trouver un Premier ministre d'abord. D'accord. C'est ça. Et j'aimerais justement rebondir sur la polémique dont tu parles, parce que moi,
Je vais peut-être vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais pourquoi est-ce que le président Macron ne vient pas passer son été en Côte d'Ivoire et finir à la table donc, du président Alassane Ouattara en expliquant ses perspectives de gestion gouvernementale de la France, par exemple? Pourquoi est-ce que c'est toujours la Côte d'Ivoire qui est dans cette position? Je comprends qu'on aille passer des vacances en France, c'est très bien, mais pourquoi est-ce qu'on finit toujours avec ce fameux déjeuner où on fait un peu le point de notre gouvernance, où on fait un peu le point des perspectives, des choses à venir? Si tel est qu'ils ont une forme de fraternité ou d'amitié, alors que ça ne se fasse pas dans un cadre formel, mais quand c'est répété dans le cadre formel, en tant qu'analyste, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'on rend des comptes? Est-ce que c'est la nature des relations bilatérales qui impose cela? Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que le président n'irait pas, par exemple, en Chine, passer quelques jours de vacances et s'entretenir par la même occasion avec les autorités chinoises sur ces mêmes questions? Pourquoi est-ce que c'est toujours la France? C'est historique quand même, les rapports entre la Côte d'Ivoire et la France. On a d'autres rapports historiques avec la Chine également. On est en train d'écrire l'histoire avec la Chine. Pourquoi est-ce que c'est toujours la France? C'est très bien de choisir sa destination de vacances, ça reste personnel. Mais à partir du moment où on médiatise ce type de rencontre de façon répétée avec des sujets qui touchent à la gouvernance, qui touchent aux perspectives électorales à venir concernant la Côte d'Ivoire, on commence justement à avoir une polémique où les gens se demandent est-ce qu'on rend constamment compte à la France? Donc il faut soit qu'on explique clairement quelle est la motivation donc, qui motive, qui justifie donc ces rencontres répétées à ces mêmes fins de vacances. Il faut déjà insister pour dire que le président est en vacances et part où il veut. Mais c'est ce que je dis. Il a résidence en France. Non, c'est ce que je dis. Le choix d'aller en vacances. Le président Macron n'a pas de résidence en Côte d'Ivoire, donc il ne viendra pas en vacances ici. Mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas de résidence en Côte d'Ivoire? Les Français ont des intérêts en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas de résidence en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce qu'il ne passe pas souvent ses vacances en Côte d'Ivoire? Ou tout simplement, si on ne parle que du déjeuner, parce que oui, le choix de vacances, c'est personnel, on ne peut pas lui imputer ça. Moi, je parle vraiment de cette rencontre, du contenu de la conversation et de l'aspect répété de cette rencontre. Mon père avait pour habitude de dire... Pour terminer, pourquoi est-ce que le président Macron ne vient pas souvent s'entretenir avec le président Alassane Ouattara sur ses perspectives de gouvernance de la France? D'accord. Alors, je reviens dessus. Mon père avait l'habitude de dire « Je veux vous avoir à table, autour de la table à manger, tous les soirs à dîner avec moi, parce que c'est autour de la table qu'on envoie tous les sujets. » On envoie tous les sujets, qu'on peut parler de tout. Qui est le père et qui est le fils? C'est ça, qui est le père et qui est le fils? Je comprends, c'est un réveil, en fait, ce que Anna dit, c'est un réveil, mais les relations France-Afrique ont une origine, et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a l'histoire. La France, c'est la France qui nous fait la plupart du temps les prêts. En fait, la métropole, nous sommes restés dans le schéma. Je ne suis pas en train... Elle a déploré un état de fait. Mais c'est la grande France, c'est la métropole qui a colonisé les pays africains. Donc, c'est comme, en fait, des enfants et leur père. Il faut changer ce cliché-là. C'est un cliché à changer, mais là n'est pas le problème. Ce dont on parle aujourd'hui sur les relations, moi, je pense que Jeune Afrique a essayé de faire une publication, mais c'est de la spéculation. De quoi est-ce qu'ils ont discuté réellement? On n'en sait pas. C'est Jeune Afrique qui essaie d'en parler. Mais ce qu'on peut prédire, ce qu'on peut dire, à l'heure actuelle, la Côte d'Ivoire a moins de 2 ans d'une élection présidentielle. Au niveau de la France, le président français a de sérieux problèmes politiques parce qu'il est en proie d'avoir un premier ministre. Et aujourd'hui, quand les 2 présidents se rencontrent, ils vont forcément discuter de la situation qui prévaut dans leur pays. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, on a les élections de 2025. Est-ce que le président de la République va être candidat? La question qui se pose, il faut préparer sa base arrière, il faut pouvoir chercher, en fait, tout ce qu'on peut appeler ses supporters, ceux qui vont le soutenir. Et habituellement, c'est la France. On a vu par le passé, là, le président disait qu'il n'allait pas être candidat. On avait vu la sortie de Macron pour pouvoir dire, en fait, le chef de l'État ivoirien, pour pouvoir rattraper les choses. Mais... on a parlé véritablement aussi de la Chine qui devient un partenaire, on a vu à notre indépendance. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, la présidentielle de 2025, quelle sera la place de la France? Est-ce que la France va accepter qu'on ait encore les schémas classiques qu'on a? Est-ce qu'elle a accepté ou pas? Non, Gandhi, je pense qu'il faut faire attention déjà dans le choix des mots, dans le champ lexical qu'on utilise. C'est la grande France, c'est la métropole, c'est comme un père et son fils. Non, il n'y a pas de rapport paternaliste entre la France et la Côte d'Ivoire. Et en plus, Gandhi, on t'a laissé parler. Je t'ai laissé parler. C'est pas parce que je suis d'accord avec toi, mais je t'ai écouté quand même. Donc écoute-moi aussi. C'est pas qu'on est... enfin, la Côte d'Ivoire n'est pas la
la fille de la France. Voilà, on a eu une histoire comme les Chinois en ont eu, comme le Japon en a eu, comme la Corée en a eu, etc. Et ce que disait Rihanna, pourquoi on n'aurait pas, si la Côte d'Ivoire aujourd'hui a décidé de diversifier ses partenaires économiques, d'avoir une multitude de partenaires, pourquoi on n'aurait pas une tradition de dîner entre la Côte d'Ivoire et la Chine, et le président chinois, entre la Côte d'Ivoire et le président de Grande-Bretagne, parce qu'on a plus de 20 pays quand même hein, dans l'Union européenne. Donc c'est justement ces clichés de grande métropole, de toute puissance, on a un lien, etc., avec la France, donc c'est un partenaire historique. Oui, c'est un partenaire historique, on est lié par l'histoire, on parle même le français, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, en tout cas théoriquement, est un État indépendant. Parce qu'on parle même le français, c'est peut-être parce qu'on parle même le français que la Côte d'Ivoire était un pays de la France et qu'elle est en train de prendre ses ailes maintenant. C'est cela. Donc, dis rapidement. Qu'est-ce que tu déplores en fait? C'est une question rhétorique. Ce que je déplore... Non, c'est une question rhétorique. Non, c'est une question rhétorique. Je me pose la question. Qu'est-ce que tu déplores? Que deux chefs d'État... Non, c'est une question... Non, c'est pas à lui que je pose la question. Quand je dis une question rhétorique, vas-y, Gandhi, laissez-le parler, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu déplores? Tu déplores que des chefs d'État se rencontrent. Mais la Côte d'Ivoire et la France, même quand je parle de la métropole, c'est deux pays différents. C'est vrai que même si au niveau international, on dit deux pays, en fait, parce que c'est deux États souverains, mais la France est plus développée que notre pays. En fait, c'est de ça que je veux parler. La Grande-Bretagne est plus développée que la Côte d'Ivoire. Oui, mais justement, même quand aujourd'hui, tu ne vas pas voir le président États-Unis en train de venir en Côte d'Ivoire pour dire non, je suis venu le croiser, je suis venu rencontrer le président ivoirien parce qu'on doit discuter. Qu'est-ce que je dis? Le cliché, c'est que c'est les petits États qui ne sont pas développés qui vont toujours vers les autres États. Et nous, dans notre cas, on a la France qui a été notre colonisateur, qui est notre métropole, qui nous fait souvent des prêts, qui nous accompagne. C'est la main qui donne. Notre métropole. Je finis. Qui est notre métropole, qui est une autre, mais qui est notre métropole. Non. Et c'est cela que nous sommes en train... Moi, je ne suis pas en train de déplorer. Moi, je parle du fait. C'est le constat quotidien. Mais aujourd'hui, ce dont ils ont discuté, quand ils se rencontrent, nous sommes en train de faire des spéculations. De quoi est-ce qu'ils ont discuté? C'est Jeune Afrique qui essaie de dire ce dont ils pourraient discuter. Nous, entre autres politique ivoirienne présidentielle 2025, lutte contre le terrorisme dans la sous-région africaine, Assemblée nationale de l'ONU, ils ont parlé de tout ceci. Justement. Et nous, maintenant, nous faisons des spéculations. Ils ne peuvent pas se rencontrer sans parler de la présidentielle, du climat politique ivoirien. Voilà, impossible. Bon, après, ou encore du choix du Premier ministre français, impossible. Conseil à conseiller. Oui, non, il y a quand même des journaux qui sont sérieux. Hein. On connaît les journaleux, on connaît les journalistes. Il ne faut pas non plus... voilà. Pour répondre à ce que Gandhi a dit, qu'est-ce qu'il va dire M. Macron au sujet de la présidentielle en Côte d'Ivoire 2025? Je pense qu'avant de faire de l'ingérence, il faut déjà gérer son propre pays. Ensuite, ce que Rihanna a dit, c'est tellement intéressant, parce qu'effectivement, on a des relations commerciales plus ou moins nouvelles, hein, de plus ou moins 10 ans, avec la Chine. Et pourtant, Monsieur le Président ne se rendra pas à Pékin. Ça peut être pour d'autres raisons, hein, mais ça veut dire vraiment que nos rapports politiques, en tout cas, nos liens politiques sont très forts, en tout cas avec la France, au-delà même des relations commerciales. Donc c'est assez intéressant. Je voulais juste le souligner. C'est tellement intéressant, on aurait pu aller encore un peu plus loin sur ce sujet, mais je vous rappelle déjà donc, que le président Alassane Ouattara est revenu de Paris, mais un autre président, donc celui-ci, du PDCI RDA, est rentré aussi et s'est adressé donc à ses militants. On aura l'occasion d'en parler. À tout de suite. Merci de rester avec nous sur Live TV, la télé sans filtre, et de rester sur nos réseaux sociaux pour commenter tous nos sujets. Vous avez remarqué, hein, je prends plaisir à le dire, vous êtes nombreux à commenter et nous relayons vos commentaires ici sur ce plateau. On va y aller tout de suite avec la deuxième info du jour. Et dans cette deuxième info du jour, nous allons décrypter un discours, lequel? Celui de Tidjane Thiam, président du PDCI RDA, donc, qui est rentré de France et qui a tenu un discours à ses militants. Nous allons décrypter ce discours de Tidjane Thiam avec Aïcha. Oui, donc il est rentré en force, comme on dit. C'est peu de le dire avec... Oui, tout à fait. Nous allons gagner. Avec beaucoup de proverbes. C'est des mots... oui, on a l'impression qu'il a fait... Il a rencontré peut-être M. Charles Blé Goudet sur la route, dans l'aéroport, ou on ne sait jamais. Non, on a eu des mots assez droit au but, hein, assez incisifs. Pardon. On parle de la meilleure équipe de Côte d'Ivoire. On parle du PDCI, bien évidemment. On parle de la nécessité aussi d'éviter les erreurs graves. On parle de quelles erreurs graves on parle, on ne sait pas. Chercher des solutions constructives plutôt que s'attarder sur des difficultés passées. Donc on veut aller de l'avant. Il y a aussi des autres proverbes. Les joueurs jouent, ils marquent des buts et les journalistes commentent. Je ne sais pas de qui on parle exactement. D'accord. Je me suis sentie un peu visée en tant que journaliste, ça fait mal. Quelle est la perspective déjà? Quelle est la perspective de cette sortie, de ce discours, après son retour? Je pense que la perspective est de rentrer concrètement dans une campagne électorale. Quand on dit qu'on est la meilleure équipe et qu'on va gagner, pour moi, il n'y a pas 36 000 autres
possibilité d'interprétation, en fait. Là, on y est, on est dedans. Et je pense aussi qu'après près de 2 mois d'absence, il fallait de toute façon être droit au but et incisif dès le départ. D'accord. Voilà. 2 mois d'absence avec quand même beaucoup de 1 mois et tumultes. demi, Hein, 1 mois et demi avec à peu beaucoup près. de tumultes quand même avec cette affaire de plainte de sa gouvernante et tout ça. Donc, il il fallait des revenir. journalistes, c'est peut-être la presse suisse qui a indexé, parce que c'est la seule qui a relayé cette affaire. Il faut D'accord. le dire aussi. D'accord. Alors, morceau choisi que nous allons décrypter. Nous avons certainement la meilleure équipe de Côte d'Ivoire. Nous allons gagner. Purement un discours politique comme on a l'habitude d'en entendre à la veille des joutes électorales. Je ne sais même pas si on devrait vraiment décrypter cette phrase-là. Les autres phrases, par contre, je veux bien parce que dans leur ensemble, malheureusement, je vais déplorer, et je m'y attends un peu, venant des partis politiques de l'opposition, c'est encore revenir sur des termes comme la violence. Les gens ont voulu faire de la violence, les gens ont voulu faire ci. Je pense que moi, je vais peut-être faire ma petite Martinette Luther King, mais je rêve quand même d'une petite opposition qui vient avec des éléments de langage, pas de programme forcément maintenant, mais des éléments de langage qui disent voici les avancées que la Côte d'Ivoire a connues, voici ce qu'on propose pour les maintenir, voici ce qu'on propose pour les optimiser. Mais revenir encore sur ces petits... sur ces mots que la Côte d'Ivoire a connus il y a déjà de cela plus de 10 ans, plus d'une décennie. Je pense même que beaucoup d'Ivoiriens sont passés dessus et on n'a pas forcément envie d'entendre des discours qui remettent au cœur ils ont voulu être violents, ils vont assumer, etc. Non, moi je ne suis pas très... Pour toi, il ne faut pas entrer dans la belligérance. En fait, c'est ça. Allons sur des discours qui sont pragmatiques. Monsieur Tidjane Thiam est un homme qu'on admire. Je pense qu'il a été, même quand il n'était pas encore en Côte d'Ivoire, qu'il a été appelé à venir donc, au PDCI RDA. Il est là maintenant. Il a été appelé parce qu'on l'estimait pour une certaine hauteur d'esprit, tant par sa carrière, par sa posture, par ce qu'il dégage. Et je pense que c'est le moment de l'illustrer et de ne pas tomber justement dans les arguments politiques qu'on connaît déjà de l'opposition actuelle. Lundi est chaud. Oui, moi je crois très clairement qu'on l'attendait. Après plus de 2 mois d'absence, c'est le président du PDCI. On est à presque 1 an de l'élection présidentielle où probablement il sera candidat. Mais en tout cas, c'est le souhait du PDCI manifesté à sa convention, à son congrès passé. Par rapport à la violence, je pense qu'il y a un contexte, c'est un contexte de coopération avec le GPS, il me semble. Donc, je crois qu'il répondait à quelque chose de bien précis. Il ne faisait pas un commentaire, il ne faisait pas une lecture en général. Il répondait à quoi de bien précis? Non, moi, ça va. Il ne faut pas que ce soit indéfini. Oui, qu'est-ce que c'est cette chose? Oui, je vais y arriver. Mais je vais peut-être commencer par... Nous avons certainement la meilleure équipe de Côte d'Ivoire. Nous allons gagner. Je crois que Rihanna le disait, c'était un discours politique. Et puis, c'était un discours devant les militants aussi. Donc, en tant que président du parti, il a voilà, justement cette responsabilité de motiver les militants et de ne pas les décevoir, enfin qu'ils ne partent pas déjà déçus, parce que quand on regarde les résultats électoraux, notamment au niveau des législatives ou des municipales, on se rend compte que le RHDP est largement en tête. Donc si vous venez avec un discours défaitiste face à vos militants, c'est clair que vous n'allez pas mobiliser beaucoup de personnes. Donc en tant que président de parti, c'est véritablement son rôle de dire que nous avons la meilleure équipe, nous sommes les meilleurs, nous allons gagner, etc., pour challenger et stimuler les équipes. D'accord. En fait, Gandhi, commentaire. Je suis de ceux qui pensent que Tidjane Thiam, en fait, fait son petit bonhomme de chemin. Il s'actualise au contexte ivoirien, la politique ivoirienne aujourd'hui. Vous constatez, nous ne sommes pas encore à la présidentielle. Donc, il passe par des pics, il s'exprime. Moi, je ne dirais pas comme Blé Goudé, mais je pense qu'il fait comme Jésus-Christ qui parle par des paraboles. Voilà, donc il ne peut pas indexer, mais chacun se retrouve en fait dans son discours. Voilà. Chaque parti politique se retrouve dans son discours. Vous voyez, quand il dit les opposants que le parti au pouvoir ne critique pas doivent se poser des questions. Donc, certains partis de l'opposition vont s'y retrouver. Quand il parle, par exemple, des joueurs qui marquent des buts, et les journalistes commentent, je pense que chacun va spéculer, mais je pense que Thiam, il va à pas feutrer. Et il le fait si bien parce qu'il ne veut pas dégainer, comme on le dit, pour ne pas frustrer les gens. Mais je pense que ceux qui suivent l'actualité savent de quoi il parle. Et il va doucement, il veut atteindre ses objectifs. Il ne veut pas d'abord froisser, heurter certaines personnes, mais je pense qu'en fin stratège,
il va comme un lion qui veut prendre sa proie et qui aura l'occasion de le faire. Voilà. Donc moi, à ce niveau-là, On l'a insulté. voilà, à ce niveau-là, je pense que Thiam, il est applaudi. Pourquoi vous lui mettez la pression? Pourquoi vous lui mettez la pression? Il faut qu'il arrive jusqu'au bout de ses idées quand même, non? On le taquine. On l'aime bien. D'accord, Aïcha veut rebondir quand même. Oui, qui aime bien châtie bien. Mais je veux dire, pour moi, il n'y a pas il y a rien à déchiffrer. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Je veux dire, le communiqué a été publié par le PDCI-RDA le 20 août précisément 2024 sur ses réseaux sociaux notamment. C'est un communiqué relatif à l'arrestation, donc relatif à l'arrestation de Monsieur Soumaoro Kando, qui fait partie d'un cadre de GPS, si je ne me trompe pas, du C'est un groupe. proche de Sorogio. Voilà, du groupe politique GPS. Et donc, dans ce communiqué-là, on nous dit, en tant que parti de paix et de non-violence, le PDCI-RDA a toujours plaidé pour le respect de la Constitution, considéré comme un pilier de la démocratie, et condamne fermement l'utilisation de la violence comme moyen d'accès au pouvoir. Et dans ce communiqué, ils nous apprennent qu'ils n'ont aucune alliance spécifique avec le GPS et qu'ils apportent ce soutien-là par rapport à la défense de droits institutionnels. Donc, comme M. Tidjane Thiam dit, on refuse de coopérer avec les personnes qui font usage de violence, etc. Ça me rappelle, moi, évidemment, ce communiqué-là. Mais par contre, ils ont signé. Enfin, je veux dire, ils ont été liés, ils sont liés par une signature quand même. Donc, je veux dire, c'est un peu contradictoire au niveau de les Qui est actes. lié par une signature? Le PDCI et le GPS. Et le GPS. Oui. Il me semble qu'ils ont apposé leur signature tous les deux au même traité. Enfin, si on peut appeler ça un traité, en fait. Voilà. Donc, et le simple fait même qu'ils se dédient, en fait, par un communiqué, ça en dit long, en fait. C'est comme s'il y avait des distensions ou des désaccords au sein même du parti, par le président lui-même. Pour moi, ça pose un petit peu un problème. Et quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on est anti-Thiamis. Quand on a parlé de lui l'autre fois, on a dit qu'on était pro-Thiamis. Maintenant, on va voir les commentaires. Non, On mais attend. après, il faut reconnaître quand même le leadership avec lequel Tidjane Thiam est arrivé au PDCI, parce que ça reste quand même un parti qui soulevait quand même quelques spéculations au niveau de son propre bien-être interne. Et il est arrivé en vrai leader. Je pense quand même qu'il y a une forme de rassemblement, de conciliation autour de sa personne et il tient bien cette posture. On attend de voir ce que ça va donner. Je pense que là, il a vraiment mis les deux pieds dans le bateau des joutes électorales. Donc, ça va être plutôt intéressant, je pense, à décortiquer. Et puis, c'est quelqu'un qui connaît plutôt la Côte d'Ivoire, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de commentaires. Quand Tidjane Thiam était appelé à revenir en Côte d'Ivoire justement pour être acteur, partie prenante de la politique ivoirienne, il y a eu pas mal de commentaires qui disaient qu'il n'avait pas été avec nous, qu'il ne connaît pas nos réalités, etc. Il a bien montré, et moi j'ai regardé beaucoup d'interviews récentes d'ailleurs qu'il a accordées à des médias, à de la presse, etc. Et on sait, il connaît l'historique de la Côte d'Ivoire, il sait les mots de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que j'avoue que personnellement, j'en attends beaucoup pour sa posture et sa carrure. D'accord. Mais Thiam, il le dit, il dit à l'opinion qu'il peut donner des coups, même s'il sait en prendre, il peut donner des coups, et au moment opportun, il va donner pire que ce qu'il est en train de donner. Là, je voulais revenir sur Aïcha qui dit, elle parle d'alliance avec le GPS. Non, un parti d'opposition dira par exemple, nous voulons des élections transparentes. Non, ils ont dit qu'ils n'ont pas fait d'alliance, justement. Oui, mais justement, le PDCI, jusqu'à preuve de contraire, ils n'ont aucune alliance dit la avec un même parti chose, politique. j'ai lu leur Non, communiqué. je fais le rappel pour dire, enfin, il n'y a même pas de Non, il y a pas de rappel à contradiction. faire, j'ai lu leur Voilà. communiqué. Le PDCI Mais merci quand rappelle même. qu'ils n'ont aucune alliance avec un parti politique. Des gens se sont assis, ils ont vu qu'ils ont des choses à défendre, ils ont signé, c'est tout, ça suffit. Ça, ce n'est pas une alliance. Mais moi, ce que je veux dire de Thiam, J'ai dit le contraire. ce que je veux dire de Thiam, Attention en à fait, tes mots. il saura donner des Faut coups que au n'importe moment quoi. opportun. Et à l'heure actuelle, si vous remarquez, il va lentement et sûrement. Chaque fois que Thiam fait une sortie, vous voyez le parti au pouvoir obligé de répondre. C'est-à-dire que par plusieurs lieutenants. Il sait ce qu'il fait, il sait en donner, il va en donner plus. Et je pense que l'objectif qu'il veut atteindre, c'est de briguer la magistrature suprême. Au moment opportun, vous allez voir qu'il va encore intensifier ses pics. Et à un moment donné, le débat sera où il va C'est une stratégie de communication politique. Bien sûr, pour rester bien visible évidemment. et entendu. Bien Alors, évidemment, et il j'espère- s'adresse à tout le monde. Vous voyez, à travers tout le monde se retrouve. D'accord. Alors, Voilà. non, quand même, j'espère que ce que Gandhi est en train de nous dépeindre comme stratégie n'est pas celle qu'il adopte, parce que je ne pense pas que ce soit sur ce type de stratégie qu'on l'attend en ce moment. Je pense qu'on attend beaucoup plus de profondeur et de pertinence venant du PDCI et de son leader Tidjane Ouais, Thiam. mais il le fera au Je moment pense qu'on opportun. La n'attend pas... stratégie des pics, est-ce que c'est la bonne Voilà, stratégie? C'est la question qu'il faut poser. je pense pas qu'on soit dans un contexte où il faut favoriser les stratégies des pics montants d'une certaine cadence. Ouais. Donc voilà. C'est Maintenant, vrai. je dis juste, tu as le droit d'estimer. Tu as peut-être raison, mais j'espère juste que ce n'est pas leur stratégie. Oui, mais au-delà des pics, lors de ces différentes prises de position et prises de parole publiques, en tout cas, il a soulevé un certain nombre de mots, il a soulevé
ce qui est finalement devenu un débat, hein, notamment sur l'IDH, etc. Donc, je pense qu'il y a des choses intéressantes parfois dans ces discours. En revanche, quand il parle des joueurs qui jouent et qui marquent des buts et les journalistes commentent, nous agissons, laissons les autres commenter, je crois qu'il fait également allusion à ces différentes sorties qui très souvent sont commentées à la fois, peut-être par la presse, mais surtout par les acteurs politiques. Donc, il estime qu'eux ils ont la meilleure équipe, donc ils sont les joueurs de premier plan. Et donc, chaque fois qu'ils vont sortir, ils vont dire quelque chose. Les autres qui sont à la ramasse, qui sont derrière, vont commenter. Donc, il y a cette posture de nous sommes les leaders de l'opposition et nous espérons pouvoir diriger la Côte d'Ivoire demain qui transparaît très clairement dans ses propos. Et puis comme on l'a, tout le monde l'a un tout petit peu dit, il prend vraiment la pleine mesure hein, de son rôle de président de parti. On attend beaucoup du PDCI au niveau technique, au niveau de la réflexion. On sait que le PDCI, c'est un parti qui a de nombreux cadres. Hein, ce n'est pas un secret et on attend justement du PDCI à la fois une stratégie claire, on est en train de la voir avec comment le PDCI est en train de se réorganiser au niveau de son fonctionnement, mais on l'attend également sur des projets, des propositions et sur tout ce qu'ils entendent enfin, ou projettent faire pour la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et juste pour finir, ce que je disais, effectivement, le communiqué dit bien que les signataires partagent un engagement vers la démocratie. Ils ne sont pas tous d'accord sur les idéologies et méthodes utilisées, entre autres. Et moi, je disais justement que quand on dit on refuse de coopérer avec des partis qui ont utilisé la violence ou des mouvements qui ont utilisé la violence, pour moi, c'est un peu contradictoire. Puisque pour moi, en tout cas, une signature est déjà une sorte de coopération. C'est ce que je voulais dire. D'accord. On n'a pas fini avec les acteurs politiques de Côte d'Ivoire. Hein. Donc ce sujet, il appartient à des acteurs politiques de Côte d'Ivoire. Nous allons certainement revenir là-dessus. Et pourquoi pas, nous sommes là pour lancer des invitations. C'est-à-dire que tout parti politique qui veut s'exprimer, le plateau du talk des vacances, et même à la rentrée du Grand Talk est disponible, hein, donc pour que vous puissiez venir vous exprimer. Là, je m'adresse à tous les partis politiques. Nous avons un invité, alors nous allons y aller avec l'invité du jour. L'invité du jour, on va dire de ce soir, c'est bien Miss Dao. Elle est présidente fondatrice de l'ONG Taylor qui lutte contre le cancer pédiatrique et est membre donc de la coalition de lutte contre le cancer. COLCC, bonsoir. Bonsoir. Miss Dao, merci de lutter pour cette bonne cause assez noble. Je vous en prie. D'accord. Depuis quand existez-vous avec votre ONG? Oui. Nous sommes membres de la COLCC. La COLCC a été créée le 3 septembre 2020 par le Programme national de lutte contre le cancer avec le professeur Innocent Adoubi. D'accord. Et la COLCC a pour présidente Maître Fatou Fatiga. D'accord. Engagement dans la prise en charge des enfants souffrant donc du cancer. Est-ce que vous avez tous ces objectifs ou c'est des actes, c'est des actions que vous avez déjà menées, que vous menez déjà pour aider ces enfants? Nous menons ces actions depuis, on va dire, plus de 7 ans. 7 ans déjà. Et la COLCC, en son sein, réunit 25 organisations de lutte contre le cancer. Et nous traitons tous les 5 cancers prévalents en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le cancer du sein, que nous lançons généralement en octobre. Et ce lancement aura lieu le 10 octobre 2024. Et nous avons le cancer du col de l'utérus et de la prostate qui se fait en novembre. Et aussi le cancer pédiatrique en septembre. D'accord. Et d'autant que nous sommes en septembre, c'est un mois qui est dédié à la lutte contre le cancer pédiatrique dans le monde, que nous dénommons Septembre en Or. Voilà. D'accord. Quel est l'état des lieux du cancer pédiatrique en Côte d'Ivoire? Combien d'enfants sont touchés? Chaque année, 900 cas de cancer en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, nous n'avons que 30% de ces enfants qui guérissent. Mais ce qui est bien en Côte d'Ivoire, lorsque le cancer pédiatrique il est détecté tôt, l'enfant y guérit. Donc c'est un cancer qui est guérissable. Okay. Moi, j'aimerais quand même savoir, l'ONG Taylor, dont vous êtes la fondatrice, décide de se pencher spécifiquement sur les cas pédiatriques. Oui. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir choisi le cancer des enfants? Ça a été un constat qui a été fait en Côte d'Ivoire, parce qu'on parle beaucoup d'octobre rose, cancer du sein. Quand le mois d'octobre débute, toute la ville d'Abidjan est, on va dire, en couleur rose. Et pour le cancer de l'homme également, la prostate, en bleu, en novembre. Mais les enfants ont été un peu oubliés. Entre-temps, en Afrique, on sait qu'une famille est composée d'un papa, d'une maman et d'un enfant. Et quand un enfant il est malade, c'est tout le monde qui... Voilà. Donc, il fallait faire quelque chose pour les enfants. D'accord.
Prochaine question sur ce plateau. Tout le monde a le droit donc, de poser une question. Donc, Félicitations déjà pour ce que vous Très bien. faites. Et puis bonsoir Ahmed Fadiga, que je connais particulièrement dans le cadre de l'association. Ce que je voudrais savoir, quel a été le déclic pour vous engager Est-ce qu'il y a eu un proche? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous connaissiez qui a été victime, enfin que vous connaissiez qui a été victime de ce cancer-là, qui a été le déclic à votre niveau? Bon, pour nous, l'ONG Tilor et les autres ONG de lutte contre le cancer pédiatrique au sein de la COLCC, nous sommes au nombre de 7. Et je dirais que ça a été un déclic partant déjà des visites de façon anodine à l'hôpital, au CHU de Trècheville, pardon. Et aussi par rapport aux chiffres qu'on avait sur le cancer, parce qu'il y a certains déjà qui militaient dans le cancer du sein, le cancer de la prostate, et qui ont vu par la suite les chiffres que le Globocan du Programme national de lutte contre le cancer donnait par rapport au cancer pédiatrique. Mais c'est une réalité. Et en Côte d'Ivoire, le cancer pédiatrique, il est méconnu. Parce que jusqu'à aujourd'hui, quand on approche des adultes et qu'on dit que les enfants ont le cancer, ils tombent des nues. Mais non, les cancers, c'est que pour les adultes. On l'a dit non. En Côte d'Ivoire, il y a 900 cas de cancer qui sont détectés par an. D'accord. Et Donc, quelles il sont faut les faire causes quelque chose. principales? Ça reste toujours un mystère. Mais avec le progrès de la médecine et vraiment tout ce que fait l'hôpital Mère-Enfant de Bégerville, le CHU de Trècheville, que je salue au passage, ils font vraiment beaucoup. On a pu quand même mettre des noms sur les symptômes, qui sont quand même assez anodins, parce qu'il y a des maladies qui ont à peu près les mêmes symptômes, comme des ballonnements persistants, des anémies à répétition, une fièvre prolongée, des ganglions persistants. C'est-à-dire, au bout d'une année, quand on a ces symptômes qui reviennent à chaque fois, il faut envoyer l'enfant en consultation en oncopédiatrie. Mais justement, comment on anticipe ce processus? Parce qu'on se met vraiment dans le cas réel. C'est vrai que quand un enfant est un peu ballonné ou qu'un enfant a certains de ces symptômes, on ne pense pas tout de suite à un cancer. Donc, est-ce qu'avant même d'en arriver à ce stade, est-ce qu'il y a des bilans à faire de façon régulière? Si oui, lesquels? Comment est-ce qu'on anticipe tout ça pour que ce soit détecté de façon précoce? Oui, il y a des bilans à faire, mais comme on le dit souvent, nous, présidentes d'ONG de lutte contre le cancer pédiatrique, ce qu'on suggère à la population lorsqu'on va en sensibilisation, on leur demande d'avoir un suivi dynamique. Et au pédiatre, par contre, d'avoir une écoute active, parce que c'est le parent qui est en permanence avec l'enfant, pardon. Et lorsque un parent vient, soit une fois chaque 3 mois ou 2 fois dans l'année, il y a quand même le carnet le carnet de santé de l'enfant. Vous l'avez reçu ou votre collègue l'a reçu, par exemple, et c'est les mêmes symptômes qui se répètent, c'est qu'il y a un problème. Ça doit alerter. Voilà. Moi, ce que je veux savoir, Miss Dao, est-ce qu'il y a des attitudes, aujourd'hui vous êtes devant l'écran, est-ce que vous pouvez dire, en fait, donner des conseils aux parents pour qu'ils aient des attitudes pour éviter ce genre de choses, des attitudes peut-être anodines, en fait, des conseils que vous pouvez donner aux parents pour éviter déjà ce genre de cancer, si je peux m'exprimer ainsi? Il y a des attitudes domestiques à prendre. Il faut rappeler déjà qu'elle n'est pas professeure, médecin. Oui. Ça, c'est une chose. Hein. Déjà, elle n'est que présidente d'ONG. C'est vrai qu'elle baigne quand même dans Elle l'environnement. baigne quand même d'accord. dans le milieu. Voilà. Oui, comme on le dit aux parents, c'est le suivi dynamique. Il faut vraiment faire attention. Et surtout, la sensibilisation, elle a été faite depuis l'an dernier avec les parents au préscolaire. Parce qu'au préscolaire, généralement, ce sont les mamans qui restent avec les enfants à la maison. On leur demande de faire un suivi. Lorsque vous constatez, c'est vrai, on est en Afrique, on se dit, on fait de l'auto-médication. On se dit tout de suite, lorsqu'il y a la fièvre, il y a une perte d'appétit, c'est le palu. Ou soit on l'envoie à l'infirmerie juste à côté ou à l'hôpital. Et nous, mêmes parents, on dit aux médecins, ça c'est un début de palu. Bon, vous voyez, c'est un peu compliqué. Ne pas négliger les petits bobos. Voilà, en fait. donc laissez le médecin faire son travail. Parce que déjà, lorsque le parent il arrive, c'est vrai que le pédiatre, il a reçu peut-être 50 patients, peut-être avec des cas un peu compliqués, que vous arrivez, vous parents, vous confirmez que c'est un palu, l'enfant a déjà fait ces symptômes-là, donc pour lui, il prescrit l'examen, voilà, le NFS. On peut même avouer que ce n'est pas forcément le pédiatre. On va en pharmacie, on s'adresse au médecin conseil. Aux vendeurs de pharmacie même. Au médecin conseil, vendeur. Il y a même des parents qui ont une boîte à pharmacie à la maison, qui ne vont même pas à l'hôpital. Donc, Oui, en parlant de médicaments, une autre ONG, dont je tairai peut-être le nom, nous dit que plus de 80% des enfants atteints d'un cancer chez l'enfant guérissent dans les pays dits plutôt à revenus élevés.
Et il y a très peu de chances inférieures à 30% dans les pays à revenus un peu moindres. Donc le médicament, effectivement, est très important. Comment ça se passe chez nous en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a de l'accompagnement? Je parle de remboursement peut-être, je parle de prise en charge. Comment ça se passe? Assurance et tout ça. Malheureusement, pas du tout. Je pense que c'est l'une des causes pour lesquelles nous sommes sur votre plateau, pour nous aider à lancer un SOS, parce que vraiment, il y a même une pénurie de médicaments dans le cas du cancer pédiatrique. D'accord. Il y a un grand manque. Et on n'a pas vraiment de soutien en tant que tel. Ce sont les efforts des ONG, des personnes de bonne volonté qui le font, mais ça reste très, très minime. D'accord. Comment est-ce qu'on peut vous accompagner? Vous savez, vous êtes à la télé, il faut en profiter. Est-ce qu'il y a un numéro sur lequel quelqu'un, une bonne volonté peut appeler tout de suite? Oui, nous avons un Est-ce qu'on peut donner le numéro? Oui, le 05 45 25 44 53. 05 45 25 44 53. Et il faut le rappeler, lancement Septembre en Or, c'est bien le 5 septembre 2024 prochain à l'hôpital Mère-Enfant. Et puis l'école, c'est pour bientôt, hein, donc avec la rentrée, les enfants atteints du cancer, comment les accompagne-t-on à cette rentrée scolaire? Est-ce qu'ils arrivent à aller à l'école normalement? Non, pas vraiment. Mais il y a des organisations qui essaient d'offrir des bouquins aux enfants, par moment qui emmènent les maîtresses des écoles préscolaires pour essayer de rester avec eux par rapport à la lecture, les dessins, mais ça reste vraiment un accompagnement très très minime, comme je l'ai dit. Parce que même après le traitement, lorsque l'enfant est en rémission, pour reprendre les cours, c'est tout un accompagnement qu'il faut. Et on n'a pas encore cette possibilité-là. D'accord. Ça fait que ces enfants-là ont leur année scolaire qui n'est pas très régulière. Tout à fait. Ils arrivent à perdre leur année scolaire. Oui. Mais bon courage à vous. Merci On beaucoup. vous souhaite plein succès dans votre combat si noble. La cause des enfants, c'est une cause de noblesse à laquelle tout le monde devrait s'intéresser. Merci déjà donc à l'hôpital Mère-Enfant qui accueille et qui suit déjà ces enfants et qui accueille ce rendez-vous septembre en Or. Merci d'être venu donc, sur ce plateau. C'est là que nous sommes obligés de nous arrêter parce que le temps ne nous appartient pas. On prendra plaisir à être là donc, demain, 19h, sur Live TV, la télé sans filtre. Shalom. 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 Shalom.